direct 50, on entre pendant une décennie en gros dans la phase où se développe d'un seul coup la recherche en didactique et en pédagogie des langues étrangères. Alors ça s'explique très bien historiquement, hein. Je vous rappelle que les années 50, 60, c'est la décolonisation, c'est-à-dire la perte de pouvoir sur le monde des grandes puissances occidentales. D'où, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos langues continuent à rester des grandes langues de communication? Avec l'idée par-dessous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que grâce à ces langues, on continue à garder du pouvoir, y compris politique et économique? Il faut être clair là-dessus. C'est aussi l'époque de l'émergence des premiers grands ensembles internationaux, la première communauté européenne, l'ONU, l'Empire soviétique, peut-être même faudrait-il mieux dire l'Empire communiste, puisque ça implique des tas de pays et donc des tas de langues, le problème de la guerre froide, qui n'est pas sans incidence, vous allez voir, parce que comment faire en sorte pour que nos espions parlent la langue de l'autre exactement comme l'autre et qu'on ne les repère pas? Voilà l'une des questions qui a motivé des chercheurs, notamment américains. Donc on est à une époque charnière où beaucoup de choses changent sur le plan historique et social et où on se rend compte qu'on a besoin de mettre au point des méthodes efficaces, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus efficaces d'apprentissage des langues. Alors on s'en donne les moyens. Par exemple, pour ce qui est du français, parce que c'est l'époque où l'État crée des organismes publics chargés de faire de la recherche et de la diffusion du français langue étrangère et qui vont commencer à publier des méthodes. Mais c'est aussi l'époque où on trouve la même chose dans le monde anglophone, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans le monde hispanophone aussi, pour un certain nombre notamment de grandes langues européennes, évidemment, puisque c'est les anciens pouvoirs coloniaux. Alors qu'est-ce qui frappe à cette période charnière? Frappe deux choses. D'abord, on commence à se poser des questions de pédagogie. C'est-à-dire de quelles sont les conditions les plus appropriées pour qu'un apprentissage se réalise. Est-ce qu'il faut travailler en grand groupe, en petit groupe, tout seul? D'abord par écrit, d'abord par oral? Pendant combien de temps? Sur quelle durée? Avec quel type d'outils? Pour ce qui est des langues, avec quel mode de perception, auditive, visuelle, etc. On commence à se poser ces questions-là. Je vous rappelle qu'en même temps, bon, c'est la grande émergence des sciences de l'homme, c'est l'époque de la pédagogie freinée, c'est l'époque des premiers grands travaux en psychologie cognitive, etc. Donc ce qui frappe, c'est, on se pose des questions pédagogiques. C'est nouveau. L'idée qu'après tout, apprendre, ça ne va pas de soi, et qu'il y a des modalités. Alors là, on va chercher à l'époque, vous allez voir que ça peut être étonnant, comme modèle dominant, grâce à l'influence ou à cause de l'influence américaine, le modèle qu'on a appelé comportementaliste. En français habituel, on appelle ça le behaviorisme. Mais il me semble qu'en français tout court, on comprend bien avec comportementaliste. C'est-à-dire l'idée que la communication linguistique, c'est un comportement, et qu'un comportement peut se conditionner par l'acquisition d'automatismes. Le réflexe de Pavlov. Donc, qu'on va vous soumettre, alors il y en a peut-être qui ont connu ça, mais c'était peut-être déjà passé de mode hein, quand vous avez découvert ça à l'école. On va vous soumettre, par exemple, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois la même question, et à chaque fois, vous devez répondre du tac au tac. Simplement, on va changer un mot. Alors, c'est lié, vous avez peut-être entendu parler de ça, les exercices structuraux. Ça ne rappelle pas quelque chose? C'est lié à la notion de structure en langue. Ça vient, en anglais, c'était structural drills. C'est de là que ça vient, hein, des méthodes américaines. Alors, l'exemple, c'était l'exercice où il y avait 100 phrases qui étaient de type, alors l'enseignant donnait à l'élève, je vais prendre un exemple en français,
Pierre mangeait pommes de terre. Il faut répondre, Pierre mange des pommes de terre. Je mangeais pommes de terre, je mange des pommes de terre. Marie mangeait pommes de terre, Marie mange des pommes de terre. Il mangeait pommes de terre, il mange des pommes de terre. Et on change à chaque fois de personne. Et on fait ça. Un espèce de jeu de ping-pong. Mais alors vraiment le ping-pong comme quand on voit les champions. Ça va très très vite, on ne voit plus la balle. Et avec l'idée que ça va conditionner une acquisition de structure de façon tout à fait automatique. Bon, ça a été discuté par la suite, mais on a vu ça pénétrer directement les anciennes méthodes traditionnelles, parce que ça reste quand même très peu basé sur la communication effective. Hein. On imagine mal des gens dans la rue qui d'un seul coup se mettent à se poser 20 fois la même question. Est-ce que tu manges des patates? Oui, je mange des patates. As-tu mangé des patates? Oui, j'ai mangé des patates. C'est pas très réaliste. Hein. On est dans la même idée d'un enseignement un peu artificialisé. Donc, on fait des exercices structuraux de façon répétitive pour essayer de conditionner. L'oral commence à prendre de la place parce qu'on commence à disposer d'un matériel d'enregistrement. Hein, c'est les premières bandes magnétiques. On commence à pouvoir avoir dans une classe un magnétophone où on entend de la langue. C'est révolutionnaire. Hein. À ça doit s'ajouter le fait que c'est l'époque où on invente les laboratoires de langue, puisqu'on peut enregistrer de la langue. Ces fameux laboratoires de langue, où là aussi on va conditionner les gens à répéter des sons à l'infini, en pensant qu'à force de répéter des listes de mots, ils vont acquérir automatiquement la prononciation. Et puis, grande rupture, à partir des années, fin des années 60, années 70, on voit apparaître les premières méthodes audiovisuelles. Et je dis grande rupture parce que là, les principes méthodologiques, grâce évidemment à l'évolution précédente, mais quand même, vont être considérablement différents. On va renvoyer le balancier complètement de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'il y a dans une méthode audiovisuelle? D'abord, il n'y a pas seulement un manuel, il n'y a même parfois pas de manuel du tout. Par contre, il y a de l'image, au début c'est sur un film fixe, et du son. Ça veut dire qu'on accorde la primauté à l'oral, alors que jusque-là on accordait la primauté à l'écrit. Ça fait un sacré changement. La langue, c'est fait pour être entendue et parlée. Alors que jusque-là, on se disait, bah, la langue, c'est avant tout de l'écrit. Les éléments linguistiques que les gens entendent sont des dialogues en situation de vie quotidienne. Au début, un petit peu artificiel, et puis très rapidement, on arrive à produire des scénarios qui tiennent debout. Ça aussi, c'est radicalement nouveau, parce que jusque-là, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la méthode qu'on va étudier la semaine prochaine, qui est une méthode traditionnelle, il n'y avait jamais des gens qui dialoguaient. Il y avait éventuellement une voix, et à coup sûr un texte qui vous disait « Ceci est un crayon ». Qu'est-ce que c'est? Ceci est un crayon. Si vous répondez c'est un crayon, vous avez faux déjà. Et surtout pas un crayon, parce qu'il faut faire des phrases complètes. On n'est pas du tout dans une communication réaliste, on était dans des énoncés artificiels. Là non, on a du dialogue, c'est quelqu'un qui rentre dans une pièce et qui dit bonjour, ça va, je m'appelle machin, qu'est-ce que vous faites ici? Ben tiens, je viens boire un coup. On commence à avoir de la vraie conversation, de la vie quotidienne. Alors, regardez ce que ça implique. Ça implique aussi qu'on est en train de remettre en question la norme linguistique. On n'enseigne plus de la belle langue littéraire standard, grammaticale. On enseigne du parler quotidien. On est évidemment en méthode directe. Alors là, à coup sûr, hein, c'est-à-dire l'idée c'est le bain linguistique, l'apprentissage par immersion. Paf, on vous met dans la salle et dans cette salle, on ne parle que la langue que vous voulez apprendre. Immersion, méthode directe. L'idée de fond, discutable d'ailleurs, c'était qu'il était possible d'apprendre une langue autre comme on avait appris sa langue première. Par imprégnation directe, par tâtonnement communicatif. Ça tient debout en partie, c'est en partie discutable aussi.
Mais en tout cas, c'est l'idée à laquelle on s'est accroché. Alors vous voyez le retour de balancier. On avait des méthodes d'abord indirectes et puis un peu directes, mais très artificielles, grammaticales, écrites, et d'un seul coup, on vous sort des méthodes à l'époque complètement révolutionnaires. D'ailleurs, les premiers qui ont fait ça, on les a pris un peu pour des fous, hein, où il n'y a plus de texte, il y a des images, de la parole enregistrée, de la langue authentique. Imaginez le changement. Ça a été d'abord expérimental, puis quand on a vu que ça produisait des bons résultats, parce que ça marche bien évidemment, ça s'est relativement rapidement généralisé, ce qui fait que, en gros, à la fin des années 70, par exemple, dans tous les collèges de France, l'enseignement des langues se faisait désormais avec des méthodes audiovisuelles. Et qu'en tout cas, tous les nouveaux enseignants se mettaient à ces méthodes-là. Alors ça n'empêche pas qu'ici ou là, il y a des gens qui sont restés fidèles à des méthodes traditionnelles, bien sûr. Hein. Mais il y a eu un véritable engouement et la révolution a porté d'une certaine façon. Ce qu'on a reproché évidemment à ces méthodes, ça a été deux choses. Au départ, qu'elles avaient bien réfléchi à l'aspect pédagogique. Pour apprendre une langue, il faut la vivre, il faut la parler, bon, tout cet aspect modalité de contact avec la langue, mais pas bien réfléchi aux aspects didactiques. C'est-à-dire que, bon, d'accord, des dialogues de la vie quotidienne, mais quel dialogue, quelle vie? Et donc, il y a des travaux qui ont été réalisés pour essayer d'identifier les situations de vie les plus courantes avec le vocabulaire ou les énoncés qui vont avec. Que ça ne soit pas au pif, mais que ça soit réfléchi. D'accord de la vie quotidienne, bon et alors dans la vie quotidienne, au fond, qu'est-ce qu'on dit? Dans quelle situation on se trouve? Par quoi on va commencer? Par quoi on va continuer? Est-ce qu'on a des listes de fréquences du vocabulaire à apprendre? Voilà le genre de questions qu'on s'est posées, qui manquaient un peu au début, qu'on va voir pénétrer petit à petit les méthodes dans les années 80, mais je vais vous en parler parce qu'il va y avoir un changement complémentaire important. Et puis l'autre problème, c'est qu'évidemment, on leur a reproché d'avoir envoyé le balancier trop loin de l'autre côté. C'était très écrit, grammatical, normatif, c'est devenu plus du tout écrit, quasiment plus grammatical, c'était quasiment un mot banni, grammaire, vous parlez à un spécialiste de l'enseignement des langues, méthode audiovisuelle de grammaire, il a les cheveux qui se dressent sur sa tête en disant va des rétro grammaticas, il faut adapter. Plus de grammaire, plus d'écrit ou l'écrit plus tard, voire même interdiction d'écrire, hein, il y avait des consignes qui disaient interdiction d'écrire pendant les 3 premiers mois. Bon, il y a peut-être des gens, ça pouvait les aider quand même et ça manquait, donc on a dit on va recentrer un peu le balancier. Alors on a abouti 5 80 à ce qu'on a appelé les méthodes. Alors vous allez voir, ça se complique un peu comme toujours quand les choses évoluent, ça se spécialise et ça jargonne. Des méthodes qui sont sur le plan de la forme, des méthodes audio-orales et non plus audiovisuelles. On va voir la différence. Des méthodes audio-orales et sur le plan du contenu, ça jargonne un peu plus, des méthodes dites notionnelles, fonctionnelles. Alors je m'explique. Audio-oral, ça veut dire que il y a toujours du support audio, on entend toujours de la langue et notamment du dialogue. Alors du coup, c'est plus sur des grosses bandes magnétiques, c'est sur des cassettes, parce que c'est l'époque où ça commence à se diffuser. Seulement qu'on n'a plus une image projetée sur un écran, mais qu'on a à nouveau un manuel et les images sont imprimées sur les pages. C'est-à-dire que l'image n'a plus la place principale. C'est pour ça qu'on les appelle plus audiovisuels. Alors regardez ce que ça implique. Hein. Si vous avez un manuel avec l'image sur la page, qu'est-ce que vous voyez en même temps? Le texte. Ça implique un certain retour de l'écrit. Alors au début, retour timide et masqué. C'est-à-dire qu'au début, vous avez peut-être vu ça, hein, vous aviez des méthodes où le texte était toujours au même endroit, il y avait un cache pour qu'on puisse voir les images sans voir le texte.
Ah là, on commence à s'approcher de votre génération à vous. Et puis après, beaucoup plus décontracté, le texte est visible par tout le monde tout le temps dès le début. Donc on a un retour de la langue écrite qui reste secondaire, c'est pas la priorité, mais elle est à nouveau là alors qu'on l'avait totalement bannie ou fortement bannie. Donc audio-oral à cause de ça. Notionnel, fonctionnel, parce que là, très clairement, on affirme le même choix que les méthodes audiovisuelles précédentes, c'est-à-dire l'objectif, c'est plus la langue, c'est la communication. L'objectif, c'est pas de savoir la langue, c'est de communiquer dans la langue. Et donc, il faut que la langue puisse fonctionner. L'enseignement est fonctionnel. On apprend à communiquer. Et pourquoi notionnel? À cause justement de ces fameuses situations de communication qui sont regroupées autour de grandes notions. Alors si vous prenez un manuel à partir de ces générations de manuels là, et que vous regardez la table des matières, qu'est-ce que vous allez voir? Au lieu de voir méthode traditionnelle, l'article, le nom, l'adjectif, le verbe, la phrase relative, vous allez avoir faire connaissance, prendre le train, téléphoner, faire ses courses, trouver un travail, aller dîner avec des amis. Donc, une notion qui est, si vous voulez, le pivot, le nœud central d'une situation de vie, d'une situation de communication de la vie quotidienne. Donc, notionnel, fonctionnel, parce que les objectifs sont qu'on soit capable de faire fonctionner la langue à travers les grandes notions de vie de la vie quotidienne. C'est plus du tout la même chose, évidemment. Seulement, comme on a réintroduit l'écrit, le manuel, on voit réapparaître aussi un peu de grammaire, un peu plus de structure, d'une certaine façon, une approche didactique un peu plus rationalisée. Alors comme c'est la grande époque du développement des sciences de l'éduc, vous allez voir en plus intervenir là-dedans tous les grands courants pédagogiques, quel type d'exercice on fait faire, les modes de structuration des groupes, les démarches empiriques, inductives, instrumentales, expérimentales, etc. Tout va apparaître là-dedans selon les méthodes. Mais les principes méthodologiques de base, ça reste ce qu'on vient de dire. Langue réaliste de la vie quotidienne, principalement entendue et parlée, secondairement lue, écrite et étudiée de façon un peu rationalisée. J'ai bien dit secondairement. Hein. Notamment, la norme est de plus en plus remise en question. Par exemple, dans les méthodes des années 80, vous allez voir de plus en plus des gens qui parlent des tas de français différents. Des français normaux, comme le mien, des gens qui ont un accent bizarre, comme vous, des gens de la francophonie en général. Alors qu'auparavant, c'était français, Académie française, le plus pur possible, avec tous les défauts du mot pur. À partir des années 90, vous voyez qu'on va arriver à l'heure. Hein. À partir des années 90, il y a un certain nombre de changements qui apparaissent dans les méthodologies, mais sans remettre en question ce choix fondamental. Simplement, il va y avoir des aménagements. Ça va rester très majoritairement, je vous parle des nouvelles méthodes qui apparaissent, évidemment, de la méthodologie audio-orale, communicative, active, directe, comme précédemment. Si vous voulez, à partir du moment où la grande rupture a été faite avec les méthodes audiovisuelles, l'idée que ce qu'on enseigne, c'est de la communication vécue, est un acquis sur lequel plus personne ne revient. Un bon exemple, hein, dans les instructions officielles d'enseignement des langues vivantes au collège, puisque c'est quand même là que ça se fait au départ, qui sont pas vraiment des modèles d'innovation d'habitude, hein, les instructions officielles de l'éducation nationale. Depuis les années 76, c'est clair, c'est tout le temps objectif communicatif. Alors on vous met quand même de la grammaire parce que
l'école se traîne un tel passé qu'elle ne peut pas s'en débarrasser comme ça, mais c'est objectif communicatif, de toute façon. Hein. Aujourd'hui, un enseignant qui, sortant de l'IUFM, irait faire un cours de grammaire, premier cours de l'année à ses élèves en, on va prendre une langue que vous êtes susceptibles tous d'enseigner, par exemple le japonais, vous prenez premier cours aujourd'hui, la structure du groupe nominal en japonais, il se fait fusiller par l'inspecteur. C'est fini. Ça va être, premier cours, on se dit bonjour en japonais. On entre en communication. Ça, c'est exigé partout. Donc c'est un acquis sur lequel plus personne ne revient, pour l'instant en tout cas. Par contre, là, il va y avoir des petits changements, mais ils sont en train de faire leur chemin et je me demande s'ils ne vont pas devenir des grands changements, parce que on arrive à la fin des années 90, là, hein, aujourd'hui, puis on arrive bientôt à 12h15 aussi. C'est qu'on voit, apparaître de plus en plus ce qu'on appelle des méthodes ciblées. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une méthode qui est bonne pour tout le monde, on fait des méthodes qui sont valables pour un public donné ayant des objectifs donnés. Notamment en ce qui concerne les choix lexicaux, les domaines de vocabulaire. De plus en plus, on s'est rendu compte, et à mon avis ça me paraît une bonne réaction, c'est fondé, qu'on ne peut pas enseigner la même langue à tout va, à tout le monde, quel que soit leur âge, quels que soient leurs intérêts, quels que soient leurs objectifs. Donc on s'est dit, d'accord, on va enseigner telle langue, alors mettons le français langue étrangère, mais les jeunes enfants, les adolescents, les adultes ou les retraités n'ont pas les mêmes préoccupations dans la vie quotidienne. Et si on veut que ça soit vivant, réaliste, que ça les accroche, il faut leur parler de leurs préoccupations de la vie quotidienne. Donc vous allez avoir des méthodes de français langue étrangère pour les tout petits, même ceux qui ne sont pas encore alphabétisés, pour les 2-3 ans par exemple, il y en a. Vous allez avoir des méthodes pour les adolescents, il y en a énormément évidemment, puisque c'est l'âge où les gens apprennent les langues à l'école. Vous allez avoir des méthodes pour les adultes dans la vie professionnelle, et vous allez avoir des méthodes pour l'université du 3e âge, avec des situations de communication et des situations de vie qui évidemment ne sont pas les mêmes. Hein. Les ados, il y a tout le vocabulaire de sortir le soir, faire une boum, se faire engueuler par le prof à l'école, enfin des trucs de la vie quotidienne d'un adolescent. Ce qui n'est pas le cas dans la vie professionnelle des adultes. Les petits gamins, ça va être, on va leur raconter une histoire avec des animaux qui sont des héros, ça fait un peu Walt Disney. Il y a aussi des choix qui sont faits en fonction des préoccupations professionnelles. Parce que n'oubliez pas une chose, hein, c'est que l'enseignement des langues, en général, contrairement à ce qu'on pourrait se figurer, c'est surtout un enseignement qui est fait aux adultes qui ont des besoins effectifs. Sur Terre, la plupart des enseignements de langue qui se font, et notamment les plus efficaces, ceux qui marchent bien, sont ceux qui sont faits à des groupes d'adultes ayant des besoins professionnels, ou des besoins sociaux en général. Je pense par exemple aux travailleurs migrants. Il ne faudrait pas focaliser sur 6e, 5e, 4e, 3e. Hein. Ça, c'est relativement minoritaire. Donc, on va faire des méthodes pour, par exemple, des gens qui ont telle langue au départ. Tiens, ça va avoir des retombées. Par exemple, on va faire des méthodes de français langue étrangère pour anglophones, pour hispanophones, pour arabophones, pour, là c'est un peu plus globalisé, asiatiques, Asie du Sud-Est, par exemple. On va faire des méthodes ciblées sur des champs professionnels. Le français langue étrangère, du tourisme, du secrétariat, de la médecine, pour des gens qui ont besoin de parler français dans ces situations-là. Donc, première modification, on cible. Deuxième modification, on réintroduit, je l'ai un peu fait sentir, de la méthode indirecte. Ah, alors là, c'est plus radical, c'est plus fondamental. C'est-à-dire que on a à nouveau le droit d'utiliser une autre langue que la langue cible dans la classe. Et vous avez des méthodes où on va donner dès le début aux élèves, par exemple, les questions qu'il faut poser pour obtenir des traductions. De type, comment est-ce qu'on dit
j'en sais rien moi, peine en français. Et on leur apprend ça dès le début pour leur donner des outils d'acquisition de la langue. Alors que dans les méthodes directes, c'était absolument honni ce genre de choses-là. On va faire distinguer des langues aux gens. On en voit plein dans les méthodes actuellement. Les gamins, en 6e et même en 5e, au début, on leur fait entendre. Alors ils viennent par exemple suivre le cours d'anglais. Ils ont dès les premières pages de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, je ne sais pas moi, de l'arabe et puis de l'inouï. Allez, je prends un exemple un peu exotique. On leur fait écouter puis on leur fait reconnaître les langues pour que ça soit contrastif. Alors ça, introduire d'autres langues, c'est de la méthode indirecte. Éventuellement, on va leur faire des exercices du type « Comment est-ce que tu dirais en… » Alors, moi je vous le dis dans un manuel que j'ai vu récemment, c'est un manuel d'anglais. « Comment est-ce que tu dirais en anglais que tu es fatigué et que tu vas te coucher ?» Ça, c'est de la méthode indirecte, puisqu'on leur pose la question en français dans un livre d'anglais. Vous voyez, on réintroduit de la méthode indirecte. Bon, c'est pas forcément idiot, ça se discute aussi. L'idée qu'après tout, la langue qu'ont les gens, ça peut être une ressource, pas une mauvaise idée. Et puis, dernière caractéristique, donc j'ai dit ciblé, indirect. Et dernière caractéristique très importante, on la voit en pleine expansion actuellement, c'est le fait que ce sont des méthodes dites interculturelles. C'est-à-dire des méthodes qui ont pour ambition de favoriser la rencontre entre les peuples, entre les cultures, de développer la bienveillance, la tolérance, toutes sortes de grandes valeurs comme ça. Justement là où se crispent les différences, des gens qui parlent des langues différentes, au départ on peut imaginer que c'est vraiment la situation conflictuelle la plus forte, la situation frontale. Et justement on essaye de les dédramatiser pour que les gens apprennent justement la rencontre entre les cultures. Alors ça devient banal d'avoir par exemple dans les méthodes de langue des situations où vous avez notamment dans les grandes langues occidentales des locuteurs qui sont des travailleurs immigrés. Vous prenez une méthode d'anglais, aujourd'hui, si vous n'avez pas un Pakistanais dans un coin, c'est bien rare. Vous prenez une méthode de français, vous allez avoir un français qui est noir ou un français qui est d'origine maghrébine. Et on essaye de faire se diversifier la langue. On essaye de faire se rencontrer. Qu'est-ce qu'on a de commun? Vous venez apprendre le français? Ben voilà ce qu'on mange. Qu'est-ce que vous mangez? Ah ben tiens, on mange aussi la même chose, mais parfois pas la même chose. On essaye de créer des échanges entre les cultures, et donc ça implique une modification du contenu. C'est que c'est plus seulement la langue qui est visée, c'est la langue et de plus en plus fortement le mode de vie qui va avec. Il y en avait déjà, mais là il y en a de plus en plus. Et puis, mais on verra ça plus tard, et vous avez d'autres cours pour l'étudier, on voit apparaître des méthodes qui s'appuient sur ce qu'on appelle les nouvelles technologies. En tout cas, des supports méthodologiques.